Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La première vague des retours de vacances sous le soleil, l'affaire des vins de Bordeaux, les attentats de Londres, le siège de la banque à Stockholm, la rencontre d'athlétisme Tchécoslovaquie-France, l'actualité ne chôme pas en ce dernier samedi du mois d'août. Les retours, pour beaucoup de Français, lundi sera le jour de la reprise du travail parce que ces Français sont partis avant le 1er août au cours du dernier week-end de juillet. Jusqu'à présent, il semble que cela ne se passe pas trop mal sur les routes. Dans notre journal de 13 heures, nous vous avons parlé des bouchons qui commençaient à se former dans le Midi et dans le Sud-Ouest notamment, mais il semble qu'au fil des kilomètres, la circulation, comme disent les spécialistes, soit devenue plus fluide. Cependant, ce soir, Pézenas et Bayonne sur les routes d'Espagne, Vienne sur la route du Midi, ont toujours les honneurs du communiqué à la rubrique bouchons et embouteillages. Bien, et les retours de vacances s'effectuent sans trop de difficultés, à part les points chauds que l'on vient de vous signaler. À ceci, il faut ajouter un bouchon de 8 km à Metz sur la nationale 113. Dans le sud-ouest, sur la nationale 10, un autre bouchon de 6 km en voie de résorption maintenant, au nord d'Angoulême, à Mansle exactement, et puis un ralentissement à Argenton-sur-Creuse sur la nationale 20. Mais comme pour les départs de fin juillet, début août, le retour des Haussiens est favorisé par l'étalement dû au calendrier et les bonnes conditions météorologiques. Il est vraisemblable en effet que les automobilistes ne plieront pas bagages tous en même temps et que la fin des vacances s'étalera sur 2 week-ends. C'est aussi le sentiment des responsables de la sécurité routière, puisque le plan Prime Vert a été déclenché dès jeudi dernier jusqu'à ce soir 21 h. Il sera également mis en application le vendredi 31 août et le samedi 1er septembre. Dès hier soir, des itinéraires émeraudes étaient ouverts, notamment de Dax à Orléans pour faciliter la circulation sur la RN10 et de Nevers à Montargis pour soulager la RN7. L'armée, qui cette année est mobilisée pour les 2 week-ends du retour, apporte son concours sur 1400 km de national. Les militaires seront là pour surveiller les routes, mais aussi, attention, pour rappeler à l'ordre les imprudents. Les retours devraient donc s'effectuer sous de bons auspices, à moins que des orages, en particulier au sud de la Loire, ne viennent les perturber. Un de nos envoyés spéciaux sur la route du retour nous fait maintenant le point depuis la côte atlantique. De bonne heure ce matin, dans les campings du sud de la Bretagne, on s'affairait. Il fallait ranger, jeter, retrouver, plier surtout les reliefs d'un festin d'un mois. Le soleil, présent du début jusqu'à la fin, mettait encore une note d'optimisme. Les vacances du mois d'août se terminaient avec le sourire. Alors monsieur, vous comptez être à Paris ce soir? Eh bien j'espère, oui, si la circulation le permet, bien sûr. Vous travaillez quand? Eh bien je rentre le début de semaine prochaine. Et vous rentrez déjà aujourd'hui? Ah oui, pour éviter l'encombrement de demain, parce que demain ça va être infernal sur la route, c'est certain. Bon, en ce moment, oui, ça défile. Là. Il y a à peu près, je sais pas, une centaine par jour qui s'en vont. Pas de longues files de voitures, les caravanes se succèdent à bonne allure, peu d'embouteillages sur les routes, mais plus du tout sur les plages. De Bénodet à la Baule, le soleil, la mer et le sable retrouvent un rythme plus normal. Et si tout le monde n'est pas parti, loin de là même, jusqu'au 10 septembre, jour de rentrée des enfants, on se baignera encore beaucoup, dans l'air souffle déjà un peu de nostalgie. Ce sont les derniers bains, les derniers jeux, on se donne rendez-vous l'année prochaine au même endroit. Mais interlude, pour les Bretons, les vacances commencent. Il est bien sûr encore beaucoup trop tôt pour faire un bilan global de ces vacances, pour savoir si les Français ont été contents ou non. Cependant, en regardant partir les estivants sur une petite plage de Vendée, Renaud Delourme a voulu recueillir quelques premières impressions. Les porte-bagages sans allure, ficelés comme à regret, les numéros des voitures, la direction prise, le nord, ne laissent aucun doute. Les Haussiens rentrent. Sur les routes, brusquement, le sens obligatoire, le sens unique depuis 2 mois, le sens du soleil, vient de changer. Bronzés, provision de grand air faite, les envahisseurs des temps modernes refluent. Alors, bonnes ou mauvaises vacances? Satisfait? Pas satisfait du cru 73? Il semble bien qu'entre les désirs avoués, les promesses escomptées et les résultats obtenus, l'année soit bonne. On est content. On a surtout beaucoup de soleil, on a eu la chance d'avoir un temps merveilleux.
pendant ce mois. Et disons que ça nous a quand même apporté je sais pas, de plus en plus, ça nous apporte quelque chose de mieux. Au point de vue logement, on est assez bien logé, on paye assez cher, mais enfin, disons qu'il y a peut-être des choses à revoir au point de vue quand même logement. Est-ce que vous avez un peu le sentiment, quand vous faites votre marché, qu'il y a une valse des étiquettes pendant ce mois d'août Par moment, oui. Ça dépend, oui. Par moment, on le croit, puis sur certaines choses, on dit non, tiens, ça va. Est-ce que vous avez des exemples précis à nous donner? Par exemple, tu as acheté 3 beefsteaks, toi t'en avais pour 29 francs. Oui, avec pas mal de gras. Mais sur cette côte, plutôt bon marché, le fait est rare. Et pour l'ensemble des estivants, le bilan demeure quand même très positif. Heure des comptes aussi pour ceux chargés de loger, nourrir, distraire. La Vendée, 3e département d'accueil français, des Sables-d'Olonne à Saint-Jean-de-Mont, vit essentiellement du tourisme. Ici, la saison qui dure 2 mois, 3 mois et parfois 4 dans les années exceptionnelles, devra permettre aux commerçants et aux municipalités de passer les 8 à 10 mois restants en demi-sommeil, tout en effectuant les investissements nécessaires. Le bilan est extrêmement positif, savoir que, comme d'année en année, nous avons vu le nombre d'estivants affluer à Saint-Jean-de-Mont et sur la côte vendéenne. Je pense que de ce côté-là, personne ne peut se plaindre. L'augmentation habituelle de 7 à 10% s'est effectuée tout à fait normalement cette année comme les autres années. Alors sur tout le littoral, beaucoup de monde. Ici à Saint-Jean-de-Mont, vous avez eu combien d'estivants là, pendant la saison? Vous savez, c'est difficile à apprécier, mais enfin on estime grosso modo que nous tournons entre 80 à 100 000 personnes résidant à Saint-Jean-de-Mont sous toutes les formes d'habitat. Avec en plus cette année une forte augmentation des étrangers. Allemands, Belges, Anglais découvrent le littoral entre Nantes et Royan. Mais plusieurs ombres à ce tableau. Les prix qui montent parfois un peu trop facilement lorsque l'estivant s'annonce, et puis de plus en plus d'estivants qui veulent vivre les pieds dans l'eau. Le résultat est que l'on construit beaucoup tout le long de la mer. Une urbanisation pas toujours très heureuse, certains ici parlent déjà d'un nouveau mur de l'Atlantique sur la côte vendéenne. Enfin, alors que la capacité hôtelière reste très faible sur tout le littoral, que tous les hôtels affichent complets, jusqu'à 60 km dans l'arrière-pays, un certain nombre d'hôteliers ont eu la bonne idée de prendre au mois d'août leur congé annuel. Le président de la République a interrompu ses vacances à Cajarc pour rencontrer l'évêque d'Urgell, Monseigneur Alanis. M. Pompidou et Monseigneur Alanis sont coprinces d'Andorre. Ils se sont rencontrés à Cahors cet après-midi. Cette entrevue, précise un communiqué de l'Élysée, a permis un large et confiant examen en commun des différents problèmes posés par les profonds changements d'ordre démographique, économique et social intervenus ces dernières années dans la Principauté. Le président de la République a maintenant regagné Cajarc après cette entrevue et il doit rentrer à Paris au début de la semaine. À Bordeaux et dans toute la région, il n'est question depuis quelques jours que de l'enquête ouverte à propos de la fraude sur les appellations contrôlées des vins de Bordeaux. Des fonctionnaires du service des fraudes, des contributions indirectes et du ministère de l'Agriculture se sont réunis, mais jusqu'à présent, l'enquête reste très discrète. Beaucoup de points restent très obscurs dans cette affaire. Dominique Laury et Philippe Louis de notre station de Bordeaux ont essayé d'y voir un peu plus clair. Le 28 juin, à la demande du ministère de l'Économie et des Finances, une série de vérifications avait été entreprise dans la comptabilité et dans les chais des grandes maisons de vin de Bordeaux. Cette enquête aurait permis de découvrir l'existence de graves irrégularités, notamment la falsification de documents. Une société aurait acheté du vin blanc enregistré comme vin rouge. Ce vin, après plusieurs mélanges avec des rouges de médiocre qualité, recevait ensuite l'étiquette Bordeaux, appellation contrôlée. Ce coupage, compte tenu de la différence de prix entre le blanc et le rouge, constitue bien sûr une fraude importante. Tout cela, bien sûr, au conditionnel. D'ailleurs, une grande société bordelaise conteste l'existence de toute infraction. Les rumeurs dont la presse et la radio se sont faites l'écho ont laissé entendre que notre maison, l'une des plus importantes et des plus honorables de Bordeaux, serait impliquée dans une affaire d'appellation contrôlée. Nous précisons, primo, que nous contestons l'existence de toute infraction de notre chef. Secondo, que nous nous pourvoirons contre tout propos ou toute allégation qui, à travers notre société, porterait préjudice à notre réputation
et au prestige du vin de Bordeaux. Les professionnels bordelais, de leur côté, se sont réunis hier. Ils précisent que s'il y a eu fraude, ce qui reste maintenant à démontrer, pas une goutte de ce vin falsifié n'a été commercialisé. Il nous semble quand même, de quelques indices que nous avons déjà, que l'affaire a été gonflée d'une façon assez surprenante. Il apparaît, a priori, qu'un nombre extrêmement réduit de négociants pourrait être à l'origine de cette fraude, mais que par contre, un certain groupe de négociants pourrait avoir pu acheter des vins en toute bonne foi, avec, tant sur le plan qualitatif que sur le plan du respect de la législation en vigueur, et que ces négociants, achetant des vins de bonne qualité, munis des pièces de régie légales accompagnant ces vins, peuvent très bien, sans s'en être rendu compte, avoir rentré ces vins, et même s'ils devaient être mêlés à cette affaire, il apparaît qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour justifier leur bonne foi et pour les blanchir complètement. Et cette affaire, elle commence à nous irriter, parce que, au fond, personne ne sait exactement de quoi il s'agit. En tout cas, moi j'ai essayé aujourd'hui de faire, non pas une réunion du CVB, comme on l'a dit, mais de faire une réunion d'information. Moi aussi, je mène mon enquête, je fais comme vous, au fond. Je cherche à savoir. Et j'ai constaté que il faudrait qu'une chose se soit rapidement résolue, en quelque sorte, c'est la propre enquête de l'administration, puisqu'on dit que c'est l'administration des contributions indirectes qui est à la base, en quelque sorte, des bruits qui circulent actuellement sur une éventuelle fraude, sur d'éventuels vins de Bordeaux qui auraient été trafiqués. Par conséquent, je crois que tant que l'administration n'aura pas déposé des conclusions, à l'heure actuelle, à ma connaissance, et d'après l'enquête que j'ai menée, n'est-ce pas, il n'y a rien à redire contre quiconque. Mais si du côté des contributions indirectes, c'est toujours, du moins officiellement, le silence, une réunion rassemblait hier les services de répression des fraudes et des impôts. Bref, la machine se met en marche. Une affaire qui risque de connaître des développements dans les prochains jours. Il y a 29 ans, c'était dans les rues de Paris une explosion de joie que tous ceux qui l'ont vécu n'oublieront certainement jamais. Après 4 ans d'occupation, Paris était libéré. Un certain nombre de cérémonies marquent traditionnellement cet anniversaire. Souvenez-vous, c'était il y a 29 ans. On peut avoir aujourd'hui 35 ans, être à la tête de grandes responsabilités, et pourtant ne pas se souvenir, étant trop jeune à l'époque, du jour où Paris s'est libéré. Cependant, rien ne correspond mieux à l'image de Paris que le déroulement de sa libération. À la fois épopée fantastique, chanson de geste, Paris s'est libéré il y a 29 ans en respectant la légende qui a toujours entouré son histoire. Le mois d'août 1944 était l'un de ces mois d'été exceptionnels à la chaleur lourde et moite. La libération de la France avait commencé 2 mois et demi plus tôt par le débarquement des alliés anglais et américains en Normandie. Mais Paris apparaissait subitement sans importance stratégique pour les alliés, bien qu'Hitler ait donné au général von Choltitz l'ordre de raser la ville, ordre qu'il s'est refusé d'exécuter. Il restait aux Français libres de la division Leclerc et aux résistants de Paris de faire le reste. Vendredi 18 août, le colonel Roll-Tanguy fait apposer des affiches sur les murs de Paris, mobilisation générale du peuple. Samedi 19, les gardiens de la paix occupent la préfecture de police, le comité national de la résistance lance un appel à l'insurrection, les premiers combats commencent dans Paris. Dimanche 20 août, on se bat un peu partout dans la capitale. Les Américains entrent à Fontainebleau. Lundi 21, Leclerc, qui se trouve aux portes de la ville, envoie un détachement précurseur dans la capitale et les premiers journaux de la résistance sont mis en vente. Mardi 22, ce sont les barricades et enfin le général américain Bradley donne au général français Leclerc l'ordre de marcher sur Paris. Mercredi 23, le général von Choltitz reçoit l'ordre de détruire la capitale française.
Jeudi 24, les combats diminuent dans Paris et à 20h45, le capitaine Drone de la division Leclerc arrive en jeep à l'hôtel de ville. Les Parisiens découvrent à la fois la jeep et un officier français en uniforme des forces françaises libres. Vendredi 25 août, le colonel Billot envoie un ultimatum à von Choltitz. 15h20, le général allemand signe l'acte de capitulation à la préfecture de police. 16h15, le général von Choltitz signe à la gare Montparnasse l'ordre de reddition de toutes les troupes allemandes de la capitale. 19h, le 25 août 1944, le général de Gaulle est à l'hôtel de ville. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Paris était alors la première capitale du monde à s'être libérée elle-même. Encore un attentat à l'explosif cet après-midi à Londres. Un engin incendiaire a sauté dans un magasin de confection, mais un coup de téléphone anonyme avait prévenu la direction quelques minutes plus tôt et il n'y a pas eu de victime. Il n'en a pas été de même ce matin où 3 personnes ont été blessées par l'explosion d'un colis piégé dans les sous-sols de la Banque d'Angleterre. Un avion avec une quinzaine de passagers à bord a été détourné entre le nord Yémen et l'Éthiopie. L'auteur du détournement, un arabe, d'après le pilote de l'avion, a d'abord obligé l'appareil à se poser à Djibouti, d'où il est reparti pour le Koweït. Il était temps que l'avion se pose. Le feu avait pris dans l'un des moteurs de l'avion. Et aux dernières nouvelles, j'apprends que le pirate de l'air s'est rendu à la police du Koweït après 2 heures de négociation. L'affaire des 2 bandits qui détiennent 4 otages dans une banque de Stockholm est devenue une affaire nationale. Il y a plus de 48 heures maintenant, en effet, que dure cette affaire, et beaucoup de Suédois ne comprennent pas que la police ne soit pas encore arrivée à trouver une solution. Depuis 2 jours, la télévision suédoise transmet en direct des images en attendant la capture ou le départ des gangsters et la libération des otages. Et le gouvernement s'est réuni déjà plusieurs fois en séance extraordinaire pour voir ce qu'il convenait de faire. Après plus de 2 jours d'attente, les policiers ont décidé de changer leur méthode. Centimètre par centimètre, ils se rapprochent autant qu'il leur est possible de la salle des coffres. Le bandit et son ancien complice, libérés spécialement pour servir d'intermédiaires, y sont enfermés avec les otages, et ce depuis que la police a investi le hall de la banque ce matin. Policiers et malfaiteurs séparés par la porte blindée de la chambre forte restent en contact par téléphone, mais les positions n'ont pas changé. L'auteur du hold-up, outre une rançon de 3 millions de francs qui lui a déjà été remise, réclame la possibilité de fuir avec ses otages. C'est ce dernier point que refuse la police. Hier, le bandit déclarait tranquillement « Tout cela est de la faute de la police qui m'a empêché de faire mon travail ». Mais aujourd'hui, au dire des policiers, son attitude aurait changé. Maintenant, il est beaucoup plus calme qu'hier et il comprend que la situation est très difficile. Il a compris qu'il doit écouter la police. Malgré cela, la situation risque d'évoluer rapidement. Le bandit menace encore de tout faire sauter s'il n'obtient pas satisfaction. Un drame s'est produit aujourd'hui dans un autobus de Marseille. Un passager d'origine nord-africaine a poignardé le chauffeur et grièvement blessé une voyageuse. Il a été arrêté quelques minutes plus tard. Le meurtrier était monté sans payer. Le chauffeur lui en a fait la remarque. L'homme a alors payé normalement sa place et il s'est assis derrière le chauffeur. Quelques minutes plus tard, il sortait un couteau de sa poche et frappait mortellement le conducteur, puis il blessait une passagère. Quelques minutes après, des témoins arrêtaient l'homme alors qu'il s'enfuyait dans la rue. 1 minute après 13 heures, très exactement, Alan Bean, Eugène Garriotte et Jack Lousma ont battu le record du monde de durée dans l'espace. Ce record appartenait au précédent équipage de Skylab avec 28 jours et 50 minutes. À ce moment-là, Alan Bean et ses 2 camarades avaient parcouru 18 millions de kilomètres. Ce qui frappe dans ce record, c'est qu'on finit par trouver au fond normal
que des hommes puissent rester aussi longtemps dans l'espace. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que les vols ne dépassaient pas quelques heures. Il aura fallu des siècles aux hommes pour connaître leur planète, à peine un demi-siècle pour conquérir le ciel et voler en supersonique, et moins de 10 ans pour explorer la Lune. Que de chemins parcourus depuis Youri Gagarin, le premier à ouvrir aux hommes la conquête de l'espace. Et pourtant, il n'avait fait que le tour de notre Terre en 90 minutes. Chez les Américains, Shepard n'effectuait qu'un saut de puce avant que John Glenn ne fasse aussi bien que son homologue soviétique. Était-il possible à l'homme de vivre dans l'espace hostile? Là était la grande question. À l'aide de leurs Vostok, Vosrod, Mercury ou Gemini, soviétiques et américains allaient s'acharner à trouver la réponse à cette question. Et les records de durée tombaient les uns après les autres. 3 jours, 5 jours, 10 jours, 14 jours. Les hommes de plus en plus aguerris, entraînés et pleins d'enthousiasme prouvaient que l'espace pouvait être conquis. Pourtant, les dangers subsistaient. La technique n'était pas toujours infaillible. Et Vladimir Komarov trouvait la mort en essayant Soyouz 1. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, Armstrong et Aldrin réalisent le vieux rêve de l'humanité, poser le pied sur la Lune. Rappelez-vous la phrase de Neil Armstrong, « C'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». 6 cabines Apollo allaient lui succéder pour l'exploration de la Lune. Pendant ce temps, les Russes pensaient déjà aux stations scientifiques et mettaient au point Salyut, car l'exploration complète de notre planète et sa mise en valeur passent par l'espace. Les stations scientifiques en orbite sont indispensables. Hélas, cette première expérience fut marquée par une catastrophe. Après 21 jours dans l'espace, Dobrovolsky, Patsaïev et Volkov devaient trouver la mort dans leur cabine Soyouz, dont le hublot était mal refermé. Mais ces héros de l'espace ne sont pas morts en vain. Grâce à tous ces astronautes et cosmonautes, il est maintenant possible d'envisager des séjours de longue durée dans l'espace. Les hommes de Skylab le prouvent. Depuis Gagarine, la technique a progressé, mais aussi la connaissance des réactions de l'être humain en apesanteur. Les médecins savent maintenant que dans l'espace, l'homme se fatigue vite, que son cœur ayant moins d'efforts à faire a tendance à devenir paresseux, que les os perdent leur calcium, que les muscles perdent de leur puissance. Tout cela est maintenant connu et l'on sait déjà partiellement y remédier. À bord de Skylab, Bin, Gariot et Lousma font tous les jours de la gymnastique, ils obligent leur cœur à travailler plus fort, ils surveillent en permanence leur dosage de calcium et le compensent si nécessaire. Tout est prévu pour leur permettre de résister à la pesanteur et c'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent battre ce record de durée et envisager de rester encore plus d'1 mois dans l'espace. À Houston, les médecins sont optimistes, mais c'est aux hommes de Skylab de nous prouver que les séjours de longue durée dans l'espace sont maintenant possibles. Les sports, les Tchèques ont 9 points d'avance sur les Français après la première journée de la rencontre d'athlétisme qui les oppose à Prague. Les Tchèques mènent en effet par 96 points à 87. 3 victoires seulement pour les Français sur 9 épreuves, grâce à Demarton aux 400 mètres, à Rousseau qui a sauté 8,09 m en longueur, ce qui est un beau saut, et à l'équipe du relais 4 fois 100 mètres. Cependant, il est probable que la deuxième journée sera demain plus favorable aux Français. Je crois que la Tchécoslovaquie constitue surtout un test à 15 jours de la finale de la Coupe d'Europe. Décidément, les jeunes Françaises se distinguent au championnat d'Europe junior d'athlétisme à Duisbourg. Après Nadine Goletto qui hier a gagné la médaille d'argent du 100 mètres, c'est Chantal Regat qui a enlevé également la médaille d'argent aujourd'hui dans l'épreuve du 100 mètres haies, derrière une Allemande de l'Est. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les Français au championnat du monde cycliste sur piste à Saint-Sébastien. Seul Palka a réussi à se qualifier aujourd'hui pour la finale du demi-fond. Et pendant ce temps, Daniel Morlon savoure son 6e titre de champion du monde, gagné hier soir haut la main. À bien des égards, la carrière de ce sportif de 29 ans est exemplaire. Daniel Morellon n'apparaît aux Français que sur les podiums. Ses victoires internationales sont innombrables, il bat régulièrement les meilleurs cyclistes du monde et, comme un métronome, empoche les lauriers avec un sourire de satisfaction. Sans plus d'ailleurs. Daniel Morellon, c'est un visage pondéré qui paradoxalement n'est pas celui d'une star. Il aurait pourtant de quoi pavoiser.
C'est en France et depuis longtemps le meilleur pistard. C'est dans le monde et de loin le meilleur pistard. Il est celui sur lequel on est assuré de pouvoir compter pour une médaille aux Jeux, pour un titre au championnat du monde. Vous attribuez ça à une condition physique exceptionnelle et un entraînement très intensif alors? Oui, évidemment. Il faut être presque tous les jours sur la bicyclette. Son expérience de coureur amateur, il l'a acquise calmement, en s'entraînant à une époque où la piste était un peu tombée dans l'oubli et où les stades cyclistes étaient peu nombreux. Et c'est là qu'a joué le caractère exceptionnel de cet homme. Comme parfois on en trouve dans la nature, Daniel Morellon représente le type même de volonté qui transforme les obstacles en tremplin. Les difficultés d'entraînement l'ont amené à se voir partir dans cette carrière avec un handicap. Alors il a redoublé d'efforts, concentré son attention sur les chronos, tout seul, en serrant les dents. Et puis à la suite de son premier titre de champion de France, Toto Gérardin, le patron des pistards depuis 15 ans, le prend sous sa coupe. Et il va profiter de la finesse d'esprit de Daniel Morellon pour en faire un crack. Il y a quelques secondes qui décident d'une course et les décisions doivent se prendre au dixième de seconde. C'est finalement là que se joue une victoire. Il ne s'agit pas seulement d'aller vite comme ils le font à l'entraînement, il s'agit de voir clair en course et de pouvoir adapter une tactique qui puisse correspondre dans les moyens des coureurs avec celle des adversaires. Il avoue lui-même avoir été dressé à l'école de Louis Girardin et reconnaît volontiers lui devoir une bonne partie de ses qualités de gagneur. Je me suis préparé avec l'entraîneur national Toto Gérardin, comme on a l'habitude de le faire toutes les autres années auparavant. Et on n'a pas changé l'entraînement. Il a axé sa carrière sur l'amateurisme total et sa seule joie en la matière est d'avoir tout simplement gagné ce qu'il voulait gagner. Sa vie familiale n'est guère troublée par la gloire qui échoit sur son nom. Daniel Morellon est en fait un homme remarquablement équilibré qui réussit ce qu'il entreprend avec une apparente facilité et une déroutante régularité. Notre triple champion olympique a l'intention de ne plus courir après les Jeux de Montréal. Son 6e titre de champion du monde, acquis hier à Saint-Sébastien, lui vaut d'être consacré le sportif le plus titré, dans un sport dont il se rend compte qu'on ne peut rester le meilleur éternellement. Cette finale, dont l'issue repose sur ses seules jambes, est la preuve la plus concrète que l'inquiétude qu'on lisait sur son visage n'était que le fruit d'un retour à la concentration qu'il faillit perdre au cours des 8e et quarts de finale. Vous estimez que malgré des conditions difficiles, le cyclisme français sur piste se porte bien? Il se porte bien avec notre équipe de sprinters, mais derrière c'est vide malheureusement. L'exemple que représente Daniel Morellon méritait d'être cité. On parle beaucoup des champions et beaucoup moins de ceux qui sont chargés en principe d'assurer la relève. C'est ainsi par exemple qu'à Roland-Garros, depuis quelques jours, les responsables du tennis français observent avec beaucoup d'intérêt les matchs que se livrent des garçons et des filles qui ont de 11 à 14 ans et parmi lesquels figure peut-être le successeur de Pierre Darmon et de Françoise Dur. À cette occasion, les habitués de Stade Roland-Garros ne reconnaîtraient pas leur stade favori. Et vous allez voir pourquoi. Sursis pour Roland-Garros. Avant d'être livré aux pioches des démolisseurs, le vieux stade subit depuis 4 jours l'assaut de la nouvelle vague du tennis français. Ils sont 200, garçons et filles, venus de 24 régions de France. Ils sont partout. Petites valises et grandes raquettes à la main, ils ont investi les 80 tentes plantées autour des cours. Certains se sont même privés de vacances afin de pouvoir disputer la 4e édition de leur championnat. Un championnat qui pourtant ne décerne pas de titre individuel, mais qui a le privilège de se dérouler à Roland-Garros. Pour tous les enfants qui viennent de province, c'est toujours agréable de venir jouer sur les cours où tous les champions ont l'habitude de jouer. Ils ont en général une demi-journée ou une journée de liberté durant laquelle ils peuvent partir dans Paris, visiter la ville, les musées, etc. Mais ils ont des compétitions pratiquement tous les jours. Faute. Jeu. 2-1. L'évolution du niveau technique que l'on a noté dans les 2 dernières années est due à un effort sensible de la fédération au niveau de la formation des enseignants. En ce qui concerne l'efficacité, on peut penser que ces jeunes manquent encore de compétition lorsqu'ils arrivent à ces championnats et que le nombre de compétitions à l'intérieur des ligues n'est pas suffisant. Programme de la journée, lever à 7 h, footing, petit déjeuner et dès 9 h les matchs commencent.
Mais finalement, jouer à Roland-Garros, quel effet cela fait-il lorsque l'on a 12 ans? Beaucoup d'effets, ça impressionne. Oh non, moi ça m'impressionne pas parce que c'est un cours comme un autre. C'est un cours comme un autre, mais dis donc, il y a les plus grands champions mondiaux qui y jouent. Oui, évidemment, toutes ces tribunes, ça fait impression, mais enfin, si elles étaient pleines, ça ferait encore plus d'impression, je crois. Qu'est-ce que tu espères faire, toi? Tu veux devenir un champion comme eux? Je sais pas. Mais je pense pas, je crois qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah, il y a les études, il y a pas que le tennis. Tu préfères assurer d'abord tes études plutôt que d'assurer ta vie de joueur de tennis. Oh oui, je préfère mes études quand même. Pourquoi? Parce que je crois que c'est plus sûr. Il y a plus de gens qui réussissent dans les études que dans le tennis. Vraiment. Et pendant quelques jours encore, les simples vont succéder aux doubles. Et bien souvent, l'issue d'un match est un petit drame. Faute. 31. 40-30. Espérons quand même qu'il s'est vite consolé. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.